Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire du projet Archipel sur la présentation et la mise en œuvre des sondes Pilotech dans le cadre de l'Open Lab Maraîchage Occitanum qui vous sera présenté par Anne Le Gallic de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne et Marie-Agnès Faure de l'INRAE du projet Occitanum. Ce que je vous propose pour ce premier webinaire, c'est pour ces webinaires qui vont être l'occasion de nous rencontrer et d'échanger donc pour découvrir le numérique et découvrir les productions du projet Archipel. Je vais vous proposer 3 temps de présentation. Un premier temps sur qu'est-ce que le projet Archipel, puisque c'est notre premier webinaire. Un temps par Marie-Agnès sur qu'est-ce que le projet Occitanum qui a été le support à l'expérience que vous présentera ensuite Anne Le Gallic sur la mise en œuvre des sondes Pilotech. Donc, il y aura tout au long de la présentation la possibilité d'avoir des échanges. N'hésitez pas cependant, durant les temps de présentation, à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse être dans une interaction plus importante. Vos micros sont pour le moment désactivés. Quand vous lèverez la main, je vous les réactiverai. Voilà, en termes de mode de fonctionnement. Donc, pour démarrer, je vais juste vous présenter ce projet Archipel, donc que certains d'entre vous connaissent déjà. Le projet Archipel, donc c'est un projet lauréat d'un appel à projet démultiplication 2023 du CASDAR, donc qui va être financé par des fonds CASDAR. Et donc Archipel, ça veut dire activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. L'objet de ce projet, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment de regarder comment les usages du numérique peuvent se démultiplier. Ce projet est copiloté donc, par la Chambre d'agriculture d'Occitanie, dont je fais partie. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de me présenter, je suis partie un peu trop vite. Donc, moi, je suis Cécile Riondet, je suis la chargée de solutions numériques à la Chambre régionale d'Occitanie et je suis pilote de ce projet avec ma copilote Lucille Lefebvre de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Donc, dans les partenaires engagés, nous retrouvons l'ESA, l'Institut Agro-Montpellier, l'IDEL, l'ECUMA d'Occitanie et 5 chambres de la région Occitanie, l'Aveyron, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Cela nous fait un projet donc, où il y a 9 départements concernés, 2 régions impliquées et on va travailler sur 3 filières puisque le projet va se concentrer sur les filières arbo, viti et élevage au travers de l'étude des solutions numériques autour de la gestion de l'herbe. Ce projet donc, a débuté en octobre et va durer jusqu'en décembre 2027. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est de favoriser l'appropriation et le déploiement des usages numériques éprouvés par les agriculteurs et les conseillers, c'est-à-dire qu'on est bien sur une question d'usages qui sont déjà utilisés et on va essayer de les démultiplier et de voir les actions possibles pour augmenter cette appropriation. Ce projet va s'articuler autour de 4 axes qui va être la construction de l'archipel. Je vais revenir ensuite sur cet archipel. La capitalisation et l'inventaire des usages existants et l'analyse de comment ils sont utilisés. Et ensuite, une grosse phase à partir de l'automne 2025 sur la démultiplication. Et un axe de travail important et auquel participent ces webinaires, c'est la pérennisation de tout ce travail au travers la création, entre autres, d'une communauté pour diffuser les méthodes et les résultats de ce projet. Donc, le principe de l'archipel, Archipel, comme je l'ai dit, va travailler en particulier sur trois problématiques, la gestion des intrants en viti, la gestion des intrants en arbo et la gestion de la pousse de l'herbe au travers des outils numériques.
Et l'idée, c'est à partir de groupes d'agriculteurs déjà existants, d'agriculteurs geeks qui utilisent déjà des solutions, mais d'aller voir comment ils font pour après pouvoir avoir des supports de démultiplication. Mais Archipel s'inscrit aussi dans un environnement numérique et l'idée, c'est de pouvoir faire des ponts et de vraiment créer une communauté à pérenniser avec des structures déjà existantes, des projets déjà existants comme Agroup pour les FRCUMA et le projet qui aujourd'hui va nous occuper, qui est le projet Occitanum. Donc voilà pour le projet Archipel. Juste vous dire que donc on est sur le premier des webinaires Archipel. Les objectifs de ces webinaires, ça va être de partager une connaissance des solutions et du monde numérique, de aussi connaître les résultats du projet Archipel et donc ils vont être ouverts à toute une communauté qui va se construire tout au long du projet avec l'objectif de la faire perdurer au-delà sur les échanges autour du numérique. Et donc, on vous propose depuis peu de nous suivre sur notre page LinkedIn. Voilà. Je vous propose là maintenant de passer dans le vif du sujet de ce webinaire, donc la présentation de la mise en œuvre des sondes Pilotech dans le cadre de l'Open Lab maraîchage d'Occitanum, donc avec Anne qui se présentera et qui a été l'animatrice de cette Open Lab, et Marie-Agnès de l'INRAE, qui est l'accompagnatrice des animateurs d'Open Lab. Et du coup, Marie-Agnès, si tu veux bien, je vais te donner la parole pour que tu nous présentes le projet Occitanum. J'arrête le partage pour que tu puisses prendre la main. J'y vais. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Le partage? Ok. Donc bonjour à tous. Comme l'a dit Cécile, je suis Marie-Agnès Faure, donc accompagnatrice des animateurs d'Open Lab Occitanum. Donc le projet Occitanum, alors, hop, où je puisse passer mes slides. Voilà. Donc le projet Occitanum est un projet qui a été lancé en 2020 et soutenu par le programme Territoire d'innovation. C'est un projet qui est financé par la région Occitanie et la Banque des Territoires et qui est donc piloté par l'INRAE. Il court donc sur 8 ans et donc il lui reste encore 4 ans de vivre. C'est un dispositif régional donc, qui regroupe 7 territoires pilotes qu'on a appelés Open Lab, donc un Open Lab par filière, que sont l'élevage, la viticulture, l'arboriculture, l'alimentation de proximité, l'apiculture, le maraîchage et les grandes cultures. Chaque Open Lab a un objectif global pour la période du projet et développe au sein de son écosystème un ou plusieurs projets qui est lié à sa filière pour contribuer à l'atteinte de cet objectif global. Le projet Occitanum a réuni en 2024 49 partenaires, donc des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole, des entreprises AGTech, qui vont donc être les entreprises proposant les outils numériques, les instituts de recherche, de formation, de transfert, des facilitateurs, donc des accompagnateurs qui vont accompagner chacun des Open Labs à organiser et structurer les projets. Et bien sûr, tout cela s'appuie sur des collectifs d'usagers, des agriculteurs et des consommateurs qui sont le centre du réacteur de chacun de nos Open Labs. Donc le projet Occitanum s'est donné 8 ans pour expérimenter, construire et disséminer. L'ambition du projet, donc l'ambition majeure, c'est de contribuer à l'accélération de la transition agroécologique en Occitanie. Et donc, pour cela, c'est contribuer à réduire l'impact environnemental de l'agriculture, à l'augmentation des revenus agricoles, mais également être moteur pour identifier, voire co-créer des technologies digitales qui vont permettre de contribuer à cette transition agroécologique ou de dépasser les freins qui limitent cette transition agroécologique. Donc la mise en place ou la co-création de ces technologies digitales vont bien sûr participer au développement de l'économie numérique régionale. Donc l'idée, c'est bien également de contribuer au déploiement de ces entreprises au niveau régional.
L'Open Lab alimentation de proximité est un Open Lab un petit peu à part qui est spécifique et donc qui a un objectif qui lui est propre de contribution à un accès à une alimentation saine et durable. Et puis un des objectifs majeurs également, c'est de pouvoir reconnecter les agriculteurs et les consommateurs, les agriculteurs et la société. Pour cela, les moyens d'Occitanum, c'est sont ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Donc l'innovation ouverte, c'est de mettre au centre des projets les usagers. Donc ici, ça va être les agriculteurs essentiellement, mais également les conseillers agricoles qui vont accompagner ces agriculteurs. C'est également expérimenter à la ferme, donc expérimenter en situation réelle les outils, les solutions qui vont émerger des échanges au sein de ces Open Labs. Et puis au final, une fois que ces outils vont être testés en situation réelle, l'objectif est d'évaluer ces projets, ces technologies. Donc c'est une évaluation qui est à la fois technique, à la fois économique, sociale et environnementale. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un Open Lab Occitanum? Donc c'est un regroupement d'acteurs diversifiés, d'acteurs publics et privés, des associations, des agriculteurs, des citoyens, des entreprises, des collectivités territoriales. En fonction des projets qui sont élaborés, on va avoir plus ou moins d'acteurs nombreux. Ils vont être soit tous là, soit seulement certains. Et l'idée, c'est donc de travailler autour des usagers, donc des agriculteurs ou des conseillers agricoles, pour identifier les besoins et inventer ensemble des solutions qui vont pouvoir améliorer le quotidien ou contribuer à l'atteinte des objectifs d'Occitanum. Et puis, une fois ces outils identifiés et co-créés, c'est de les tester en grandeur nature. Donc un test à la ferme. Donc ces Open Labs dont le descriptif est là, je vais pas vous relire tout ce qu'il y a écrit, mais ce que je voulais pointer, c'est le corps, le centre de ressources qui va accompagner ces Open Labs pour atteindre leurs objectifs. Ce corps est constitué de différents partenaires du consortium qui sont là pour répondre aux besoins des Open Labs et que les Open Labs peuvent solliciter à tout moment. Donc il va y avoir de l'appui à l'ingénierie de projet, mais également de l'appui à la formation, à la mobilisation des entreprises, à la capitalisation, à la diffusion, à travers donc l'ensemble de nos 49 partenaires. Pour illustrer et rendre un petit peu plus vivant ça et pour peut-être introduire ce que va vous présenter Anne juste après, je vous ai mis ici 4 projets innovants qui ont été développés ou qui sont en cours de développement au sein de nos Open Lab Occitanum. Donc le premier, c'est qui concerne l'Open Lab Viticulture. Il travaille sur un outil qui s'appelle le VineMapper qui permet de détecter les anomalies de la vigne via une caméra embarquée sur les tracteurs. Et ces anomalies sont identifiées via l'entraînement d'une intelligence numérique. Un deuxième projet correspond à la surveillance en temps réel du fonctionnement d'un pulvérisateur qui va permettre de détecter le plus rapidement possible lorsque le pulvérisateur est bouché, lorsqu'il ne produit pas bien, pour éviter justement soit de maltraiter ou de retraiter plusieurs fois la même zone du champ. Le projet suivant, c'est le pilotage de l'irrigation via l'autoconstruction et la mise en place de sondes capacitives Pilotech, donc qui concerne l'Open Lab maraîchage, dont va nous parler Anne juste après. Et puis le quatrième projet dont je voulais vous parler est un projet qui est un petit peu qui n'est pas un petit peu, qui est transverse à plusieurs de Open Lab Occitanum, qui est un projet qui concerne plusieurs filières, et l'autoconstruction et la mise en place d'antennes centipèdes pour bénéficier à moindre coût donc, de la géolocalisation centimétrique. Donc, ce dernier projet a débuté en fin d'année dernière et est notre premier projet transverse Inter-Open Lab. Juste en dernière slide pour vous rappeler ce qu'il fait un projet Occitanum. Les projets normalement doivent respecter ce qu'on a appelé les 5 dimensions pour les projets innovants Occitanum qui concernent donc bien la première dimension est la dimension agroécologique ou alimentation durable. Quelle est l'ambition agroécologique partagée par l'ensemble des acteurs du projet? La deuxième dimension essentielle est bien sûr le numérique. La réponse aux besoins émergents doit passer par une solution numérique.
La troisième dimension est, comme on l'a vu, la dimension multipartenariale. Nous avons également une dimension qui est le lien au territoire, l'articulation et l'imbrication du projet au sein de l'Occitanie, voire du département, est importante. Et puis, le Living Lab est porté par une ambition d'innovation ouverte et donc d'intégration et de mise au cœur du Living Lab des usagers que sont les agriculteurs ou les conseillers agricoles. Voilà, j'ai été très rapide. Juste la dernière slide, c'était pour vous montrer la diversité des partenaires du consortium d'Occitanum. Merci beaucoup pour cette présentation, Marie-Agnès. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Juste pour information, comme on n'est pas nombreux, je vais vous autoriser pour les micros et pour les caméras. Donc, ça va s'appliquer. Si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, pensez à couper vos caméras. Voilà. S'il n'y a pas de questions, ben, écoute, Anne, je te propose de continuer. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? C'est parfait. OK. Donc, je suis Anne Le Gallic, je suis conseillère maraîchage à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne donc depuis août 2023. Et c'est dans ce cadre que j'ai repris l'animation de l'Open Lab maraîchage au sein d'Occitanu. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, ça sera en deux parties. On va dire la première, c'est plutôt sur voilà, comment on a décidé de travailler sur ce projet, quelles ont été ses étapes, quel est l'outil sur lequel on travaille et comment on accompagne les agriculteurs. Et ensuite, quels ont été les freins rencontrés, les difficultés, et puis quels leviers on a trouvé, ou voilà, quelles sont les solutions pour avancer. Voilà, on a prévu deux petits temps, deux petites pauses dans la présentation pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions. Donc, au niveau de la naissance du projet, donc on est dans Occitanum, hein, le numérique au service de la transition agroécologique en Occitanie. Donc, au sein de l'OL Maraîchage, en fait, on s'est interrogé sur les solutions qu'on pouvait apporter aux maraîchers, qui soient à la fois accessibles économiquement et qui soient simples à mettre en œuvre et voilà, pour eux à s'emparer des outils qu'on mettrait en œuvre. Donc, il y a une première étape qui a été faite au printemps 2023, c'est un sondage en ligne auprès des maraîchers du département de la Haute-Garonne. Donc, sur les réponses qu'on a obtenues, en fait, 65% des maraîchers interrogés se sont montrés intéressés par un outil d'aide au pilotage de l'irrigation. C'était vraiment voilà, le point le plus important pour eux, pour une meilleure gestion de leurs ressources en eau et in fine des économies d'eau, mais également pour mieux gérer l'état sanitaire des cultures, voilà, pour éviter à la fois les excès d'humidité ou le manque d'eau, ce qui permet de baisser le recours aux produits phyto, puisque si on gère mieux les maladies, notamment les maladies fongiques qui sont liées à un excès d'humidité, on aura moins besoin d'intrants derrière pour corriger. Et ce sondage a montré également que 80% des maraîchers qui étaient intéressés par ces solutions-là étaient freinés par le coût souvent très élevé des sondes, hein, puisque dans l'exemple de la sonde, en tout cas, une sonde du commerce, ça va coûter aux alentours de 1 500 €, alors qu'avec cet outil que je vais vous présenter, on divise par 10 le coût. Donc justement, la deuxième étape après ce sondage, c'était d'identifier l'innovation qu'on voulait tester au sein de cet Open Lab maraîchage. Et le choix s'est porté sur la sonde Pilotech qui a été mise au point à Supagro Montpellier. Son intérêt, c'est qu'elle répond aux critères en fait, demandés, parce qu'elle est peu coûteuse, on peut l'autoconstruire, les tutoriels sont accessibles librement en ligne. Donc, c'était un bon outil à tester au sein de l'Open Lab et à diffuser ici auprès des maraîchers de la Haute-Garonne, pour commencer, parce qu'après, ça dépasse les frontières du département.
Donc à l'été 2023, j'ai rejoint la Chambre d'agriculture et donc on a travaillé sur le premier prototype de Pilotech ici, hein, en tout cas, puisqu'elle existait déjà à Supagro Montpellier. Donc on a fabriqué une première Pilotech. Donc la démarche engagée sur ce projet-là depuis 2023 et jusqu'à aujourd'hui, l'idée, en fait, ce qu'on veut, c'est mobiliser un collectif de maraîchers. On veut regrouper, on n'a pas de collectif hein, aujourd'hui, on veut regrouper des maraîchers autour de cet outil-là pour le tester et le diffuser. Donc, le tester en situation réelle, c'est déjà le cas chez certains qui sont très impliqués dans le projet. Et ensuite, qu'ils puissent ensemble partager leur retour d'expérience, qu'on puisse améliorer le dispositif, améliorer ou préciser les tutoriels quand il y a besoin. Et puis voilà, apporter toute amélioration pour qu'il soit vraiment utile et pratique aux maraîchers. Et il y aura également, dans le cadre d'Occitanum, une estimation des coûts et bénéfices de cette innovation avant qu'on le diffuse plus largement. Donc pour ça, on fera intervenir Jean Larbé, qui est ergonome à l'INRAE, et Alessia Gobrecht, pardon, qui est chercheuse à l'INRAE également, et qui vont évaluer l'apport réel de cet outil numérique. Est-ce que ça fait gagner ou perdre du temps aux agriculteurs? Est-ce que réellement ça leur permet des économies d'eau? Quelles sont les difficultés, les effets positifs ou négatifs de cette innovation? Donc vraiment, ils vont étudier l'aspect également environnemental de cet outil. Et ça sera à la suite, ça sera plus fin 2025, 2026, 2027, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un usage pour avoir un retour sur l'usage. Donc les étapes depuis 2023, ça a été 2 rencontres en juin 2023, juste après le sondage, pour rediscuter avec les agriculteurs et valider avec eux le projet de travailler sur cette sonde capacitive. À l'automne 2023, donc c'était en octobre, j'ai organisé une journée technique à l'espace test maraîcher de Onde, au nord de Toulouse. Et lors de cette journée, donc, on a abordé les problématiques d'irrigation et de l'automatisation de l'ouverture des serres, qui est un deuxième projet qu'on travaille au sein de l'Open Lab. Et ça nous a permis, une fois encore, de présenter la première pilothèque qu'on avait construite, de montrer qu'elle fonctionnait réellement et déjà d'identifier les premières personnes intéressées. En même temps, je me suis formée à la construction et à l'usage de cet outil parce que quand je suis arrivée à la Chambre d'agriculture, je ne connaissais pas les objets connectés. Donc, il a fallu que je me forme pour pouvoir à mon tour former et accompagner les agriculteurs. En mai 2024, Simon Moinard est venu faire le tour de l'Occitanie lors de son Mobile Lab Tour. Donc, on l'a reçu à l'Open Lab Maraîchage les 13 et 14 mai. Et ça nous a permis de sensibiliser. Alors, on a une vingtaine d'agriculteurs qui sont venus, agriculteurs installés ou porteurs de projets. Ça nous a permis de les sensibiliser au numérique et de leur présenter cet outil, la sonde Pilotech. On a également tourné des tutoriels. Je vais vous en parler un peu plus juste après. Suite à cette animation du printemps, on a créé une nouvelle formation au sein de la Chambre d'agriculture, une formation sous forme d'atelier de construction. Il y a déjà eu 2 sessions l'année dernière, il y en a d'autres qui sont prévues. Et la suite logique en fait de ces sessions de formation, c'est que les maraîchers formés mettent en place et utilisent les sondes chez eux afin qu'on puisse suivre leur usage et partager des retours d'expérience. Donc aujourd'hui, au niveau de la Haute-Garonne et plus largement d'ailleurs, puisqu'on a eu des personnes du Tarn et de l'Ariège. Donc ça, c'est l'antenne LoRaWAN, je vous en dirai un peu plus après. Donc aujourd'hui, les personnes équipées, vous voyez, on a représenté sur cette carte en fait les localisations des exploitations qui sont équipées avec cet outil, même s'il n'est pas encore en fonctionnement partout. Donc voilà, on commence à se déployer sur le territoire. Ariège et Tarn, ce n'était pas prévu au départ, mais voilà, toute personne intéressée est la bienvenue. Donc, tant que pour l'instant on est en Occitanie, on répond aux critères d'Occitanum. Donc ce qui est prévu en 2025,
Donc cet hiver, là, en ce moment, je fais le tour des exploitations pour que chaque personne qui a été formée à l'outil l'année dernière et qui est repartie avec cet outil ait un système fonctionnel, ce qui n'est pas le cas chez tout le monde, hein. Il y a encore des systèmes qui sont rangés dans le tiroir en attendant que je vienne les aider à installer. Donc voilà, là c'est ma mission pour qu'au mois de mars, début à mi-mars, tout soit fonctionnel. On va suivre l'usage des sondes de mars à octobre-novembre pendant la campagne de culture de cet été. Donc on le fera, je pense, voilà, sur des cultures type solanacées, donc tomates, aubergines. Il y en a certains qui ont déjà installé la sonde sur des cultures d'hiver, là cet hiver, donc c'est intéressant aussi. Et en fin d'année, octobre ou novembre, donc j'organiserai une demi-journée pour partager les retours d'expérience des maraîchers équipés et qu'on puisse progresser tous ensemble sur cet outil. Donc je reviens juste sur le Mobilab Tour. Donc le Mobilab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fourgon qui est autonome en énergie puisqu'il a des panneaux solaires sur le toit. Il a été inauguré fin 2023 et il nous vient de Montpellier. Donc là, vous voyez Simon qui gère le Mobilab. Et là, vous voyez l'intérieur du camion, donc tout équipé avec des écrans, une imprimante 3D et tout le matériel nécessaire pour fabriquer des capteurs connectés, faire des démonstrations. Voilà, c'est vraiment un laboratoire sur roue. Hop, donc, je vous ai mis dans la présentation le lien vers le site internet. Est-ce que vous voyez bien la page du site internet? Oui, c'est bon. Oui, vous retrouverez donc l'accès vers ce site-là directement en cliquant sur le mot Mobilab dans ma présentation. Et là-dessus, vous retrouvez les tutoriels librement accessibles en ligne qui servent sur plusieurs projets dans Occitanum. Donc en cliquant ici, vous aurez le contact du Mobilab si besoin. Donc ça, c'est voilà, ce qui s'est passé en mai, donc le 13 et le 14. Donc on a des groupes d'agriculteurs qui sont venus. Simon leur a montré plusieurs types de capteurs numériques et on a également tourné donc une première vidéo tutoriel sur la fabrication d'une pilothèque. Donc cette vidéo sera également disponible sur le site du Mobilab pour compléter le tutoriel écrit. Voilà, c'est plus vivant et ça peut être plus facile à suivre peut-être une vidéo que lire un tutoriel très détaillé en ligne. Et le lendemain, donc, on a fait le tournage sur toute la partie relier la passerelle à Internet et récupérer les données sur la console du Mobilab, la console qui est le tableau de bord en fait de visualisation des données. Voilà, ça c'était ces 2 journées-là. Et là, donc, on a identifié certains des maraîchers qui étaient présents ce jour-là, ont suivi les formations ensuite. Donc, l'outil en lui-même, on le fournit en kit. Donc, au départ, on a cette chose, je ne sais pas si vous voyez ma souris. On a un kit ici avec les différents éléments à assembler. On les assemble de cette façon en suivant le tutoriel et on obtient donc une sonde qu'on va mettre dans une boîte. Donc, nous, à la chambre, on fournit tout le matériel aux personnes qui viennent se former. Et ensuite, ils vont pouvoir récupérer les visualisations en ligne gratuitement puisque c'est hébergé par Supagro Montpellier. Donc voilà pour ce qui est de l'outil. Alors j'ai mis la pilothèque parce que Simon disait moi j'ai toujours dit là, donc c'est chacun fait comme il veut. L'important c'est de la fabriquer et de s'en servir. Donc pour que ça fonctionne, il y a toute une architecture à mettre en place. Donc voilà l'architecture qui est nécessaire pour qu'on puisse se servir de cet outil. Donc vous avez ici un objet connecté qui est la pilothèque, mais ça peut être tout objet connecté que vous pouvez fabriquer ou acheter comme un capteur température-humidité, un pluviomètre ou autre. Nous ici on travaille avec la sonde capacitive, donc la mesure de l'humidité du sol. Ensuite, il faut cette fameuse passerelle ou antenne, c'est la même chose. Ici, la partie antenne et ici, la partie box Wi-Fi qui va communiquer avec la box Internet de la maison ou voilà, du siège de l'exploitation.
Donc les données qui viennent de la sonde capacitive via cette antenne-là sont transmises sur Internet, transitent sur un site qui s'appelle TTN, alors dont on ne se sert pas forcément après pour visualiser les données. Youp, ça c'est moi. Donc c'est un site qui est très utile pour résoudre les problèmes ensuite, mais déjà à la base pour enregistrer. Donc dès qu'on a une passerelle pour créer un réseau d'échange de données chez soi, il faut l'enregistrer. Là, j'ai la vue sur toutes les passerelles des personnes qui ont suivi les formations. Dès qu'on fabrique un outil connecté, on va l'enregistrer ici. Comme ça, toutes les données pourront transiter sur ce site et être récupérées sur l'interface de visualisation. Donc là, en fait, c'est Simon Moinard qui est sur Montpellier qui, lui, a euh, paramétrer ce programme qui s'appelle Grafana et qui permet d'aller récupérer toutes ces données parce que sur ce site-là, hop, j'y retourne, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Quand on a une sonde, live data, voilà, ça ressemble à ça, donc c'est pas vraiment sympa, on comprend pas grand-chose. Donc l'idée, c'est à la fin d'avoir une console de visualisation des données où là, c'est beaucoup plus agréable. On va pouvoir remonter le temps même, hop, et on va avoir des courbes qui indiquent l'humidité du sol. On va pouvoir paramétrer ce qu'on veut, mettre des petites informations, visualiser le niveau de batterie, c'est très très utile. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà l'interface de visualisation qui servira à la fin aux maraîchers une fois qu'ils auront tout bien installé. Donc la formation qu'on a mise en place à la Chambre d'agriculture se déroule en 2 demi-journées qui peuvent être sur une seule journée ou sur 2 demi-journées séparées. C'est assez dense, donc le format 2 fois une demi-journée, c'est pas mal aussi. Donc la première demi-journée, on fait un petit rappel irrigation, réglementation, on fait le tour de table, on se présente. Et on va présenter donc ce que je viens de vous faire. On va présenter l'interface qu'on va utiliser, les indicateurs qu'on mesure. On va parler aussi réseau sans fil, puisque là, ces données passent par un réseau qui s'appelle LoRaWAN, qui est capable d'échanger des tout petits paquets de données. On ne peut pas échanger des vidéos, mais par contre, on peut échanger des valeurs d'humidité du sol. Et on peut les échanger jusqu'à 10 km, par exemple, avec la passerelle qu'on a. Donc, c'est très intéressant pour les exploitations agricoles. Et ensuite, la deuxième partie de matinée, on passe à l'atelier pratique, l'assemblage de la sonde capacitive, avec un tutoriel directement accessible en ligne. Donc nous, en fait, on guide les maraîchers, mais eux, ils vont aller sur le site du Mobilab sur lequel on était tout à l'heure et ils vont suivre le tutoriel pas à pas. Donc ils vont assembler. Alors, je pré-soude pour pas qu'on ait à faire d'atelier soudure lors de la formation, mais après tout le reste, ils le font eux-mêmes en suivant ce tutoriel-là. L'après-midi, on parle passerelle, Internet, échange de données, on enregistre tout, on étalonne, voilà, on finalise l'installation pour qu'ils repartent chez eux avec avec un dispositif prêt à fonctionner qu'ils n'auront plus qu'à installer chez eux. Donc en théorie, voilà, ils partent avec quelque chose de fonctionnel, mais en vrai, c'est là que le plus dur commence. Il va falloir installer la passerelle et la relier à Internet. Donc ça, c'est pas forcément le plus simple. Ici, je vous montre 2 exemples. Euh, dans ce cas-là, c'est à l'espace test maraîcher des Hauts-Tolosans, à Onde. L'antenne est ici. La box est à l'intérieur protégée, donc jusque-là, tout va bien, sauf que le signal, comme le bâtiment, il y a d'autres bâtiments très hauts autour, le signal ne passe pas. Donc cette passerelle-là, il va falloir l'installer beaucoup plus haut sur le toit. C'est pas encore fait parce que pour l'instant, on ne peut pas récupérer les données. Dans cet autre exemple-là, on, on a mis l'antenne sur le toit d'une véranda qui est en hauteur par rapport aux parcelles. Donc là, aucun souci, le signal passe, les parcelles sont à 800-900 mètres, tout va bien, le signal est récupéré. Et là, vous voyez que la petite box est à l'abri.
Ils ont aussi, donc les maraîchers, ils ont aussi un peu de bricolage à faire parce qu'on fournit des sondes pour mesurer l'humidité à 2 profondeurs, mais lors de la formation, on ne peut pas faire toute cette partie-là de fabrication comment? D'installer le tube en fait et le capteur dans le tube pour aller en profondeur. Comme ici, hein, on veut planter le tube pour aller mesurer l'humidité à 30 cm par exemple de profondeur. Bon, ça, on ne peut pas le faire en formation, il faut qu'ils le fassent chez eux. On leur dit comment faire, mais voilà, on ne peut pas le faire en formation. C'est du travail en plus. Et ensuite, donc, ils vont placer les sondes. Et là, ben, voilà. Parfois, ça marche et puis parfois, ça marche pas. Parce que si on revient sur l'architecture, donc il peut y avoir des problèmes au niveau de l'objet connecté, problème de batterie, problème d'humidité qui est rentré dans les circuits, peut avoir un problème au niveau de l'antenne qui ne reçoit pas les messages de l'objet connecté ou qui communique pas bien avec la box Internet ou même un problème directement sur TTN ou encore au niveau de l'interface. Donc il y a de multiples endroits où ça peut ne pas fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'en formation, on a aussi toute une partie sur identifier les bugs. Et voilà, quand ça fonctionne pas, quand on n'a pas de données, bah, essayer d'arriver à identifier où se trouve le problème. Et c'est pas simple. Voilà. Donc si vous avez des questions sur tout ça, ben, je vous en prie, je vous écoute. Juste, tu as eu deux questions auxquelles tu as répondu en partie pendant la présentation. C'était sur l'installation sur ton premier schéma hein, entre le capteur et l'antenne LoRa. En fait, la distance, l'objet connecté et l'antenne. Donc, Oui, quelle est la distance et au niveau de la topographie, ce à quoi il faut faire attention un peu oui, dans ton expérience, oui. qu'est-ce qui a fait que les 10 km, on n'y arrivait pas, quoi? Alors, ok, alors les 10 km déjà, c'est en théorie, parce que même quand on interroge le fournisseur, bon, ils ne sont pas capables de nous donner une réponse vraiment ferme et définitive. Ce qui est sûr, c'est que l'antenne, il faut la placer le plus haut possible sur le toit, que s'il y a des bâtiments assez hauts autour, ben, le signal va peut-être avoir du mal à passer. S'il y a une haie très haute de peupliers, ben, avec la rosée parfois ou l'humidité, ça peut aussi gêner le signal. Donc là, l'intérêt, c'est dans l'interface de visualisation, on a la possibilité d'ajouter une visualisation de la qualité du signal pour se rendre compte s'il y a un problème à ce niveau-là. Voilà, donc pour l'instant, moi, le plus loin que je dois installer, c'est 2 km. Les parcelles sont à 2 km du bureau, mais voilà, c'est le cas de tout à l'heure, donc il faut installer l'antenne vraiment en hauteur sur le toit, le plus haut possible. Et si jamais comment dire, il faut pas rallonger le fil d'antenne en fait. Par rapport à, hop, je vais retourner, excusez-moi, je retourne rapidement là. Voilà, sur ce matériel-là, vous voyez que le fil d'antenne entre l'antenne et la box qui doit être à l'abri, il est assez court, mais il faut absolument pas le rallonger. Si on doit rallonger quelque chose, c'est l'alimentation électrique de cette passerelle-là. Voilà, elle doit être branchée, donc s'il faut rallonger quelque chose, on rallonge l'alimentation électrique, mais surtout pas le fil d'antenne, sinon ça va brouiller le signal. Voilà. Et alors, oui, pour vérifier le signal, sinon, ce que me conseillait Simon, c'était de me promener un peu aux alentours de la passerelle avec un objet connecté et puis de voir à quel moment il arrête d'envoyer son signal. Donc, pour l'instant, voilà, on tâtonne et on en est là. C'est empirique. Voilà. Pardon. Ok. Je sais, Excusez-moi. s'il y a d'autres réactions, ouvrez votre micro, hein, je vous en prie. Ou Christophe, toi aussi, si tu as des compléments du fait de l'expérience que tu as eue dans l'Open Lab VT. Pas beaucoup plus de. Non, il existe aussi des. Parce que là, c'est une passerelle LoRa qui est assez peu coûteuse. Elle coûte dans les 100 euros, celle-là. Oui, Mais elle n'est pas étanche. Après, il en oui, existe qui coûtent dans les 300 euros et qui, là, sont totalement étanches. Nous, on en a même acheté qui ont une possibilité de mettre une puce 4G à l'intérieur parce que mettre en haut d'un bâtiment le plus haut possible et quand même avoir Internet, c'est pas toujours faisable. très compliqué. Voilà. Donc, des fois,
Il faut mettre une puce 4G pour avoir Internet et qu'elle soit reliée en permanence. Mais malgré ça, ouais, ça pose quand même des soucis. Mais après, de ce que tu disais, nous, de notre expérience, tout ce qui paraît le plus compliqué, tout ce qui est électronique et tout ça, là, relié à The Sync Network et à l'interface de visualisation, finalement, ça marche super bien. C'est vraiment des problèmes basiques de arriver à mettre l'antenne assez haut, qu'elle soit reliée à Internet et que la batterie du Pilotech résiste suffisamment longtemps. Euh, Là encore ce week-end, j'en ai une tout d'un coup qui a complètement lâché, d'un coup. Oui, Elle me sort du 3 volts, puis du 4 volts 2, puis du 3 volts 5, et ça arrête, qu'on met en mesure, elle varie en permanence. C'est très très bizarre. Voilà, mais c'est des trucs chinois qui sont pas très fiables, quoi, les batteries. oui. Alors moi, la batterie, justement, je l'ai achetée chez Gotronic pour avoir un peu on va dire, une meilleure garantie de qualité. Je ne l'ai pas prise sur AliExpress. Je ne sais pas si tu l'avais prise là aussi ou pas. Mais c'est vrai que sur alors, la totalité du matériel, j'ai tout pris, moi, chez Gotronic, donc chez le fournisseur conseillé, même si certaines choses sont plus chères. Et effectivement, nous, on avait eu aussi problème de batterie qui se déchargeait beaucoup trop vite et à partir de 2 volts 7, je crois. Au départ, elles sont à 4 volts 5. Et à partir de 2 volts 7, ben, elles coupent d'un coup. Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est mettre une alerte si le niveau de batterie descend trop, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus assez de batterie, elle transmet plus de signal et là, on a zéro info et il n'y a pas moyen de rattraper. Donc, ce qu'il faut surtout, ce que m'a dit le fournisseur quand je l'ai recontacté, c'est que les batteries, il faut les charger à fond avant la première utilisation. Et là, normalement, elles tiennent toute la saison. Et pour l'instant, là, avec ce conseil-là que j'ai donné aux maraîchers, ceux qui l'utilisent, il n'y a aucun souci pour l'instant. En tout cas, nous, de notre côté, là-dessus, ça va. Il faut qu'on a fait les choses dans l'ordre. Ça a l'air de fonctionner. Je pense qu'il faut. Mais voilà, des fois, le matériel n'est pas bon. Du coup, juste, ce sont Mhm. bien des batteries, c'est pas des piles, donc c'est des choses qui se C'est rechargent. des... Oui, ça se recharge, tout à fait. Et D'accord. là, j'ai complété parce qu'en fait, moi, je fournissais uniquement voilà, la batterie. Et là, en fait, j'ai décidé de leur fournir avec un chargeur de piles pour qu'ils soient pas obligés de se brancher à l'ordinateur. En fait, on a remarqué que quand on branchait, on a ici une petite prise USB, mini USB, qui sert à envoyer les données sur la carte. Et elle sert aussi, quand on la branche sur l'ordinateur, ça a un effet de rechargement de pile. Mais bon, c'est un peu long et c'est pas forcément pratique de brancher ça. Il vaut mieux sortir la pile, la mettre dans un chargeur dédié. Et ça, c'est pas très cher. Et donc là, je vais en fournir à tous les maraîchers qui se sont formés. Ils auront leur chargeur pour charger rapidement la pile. Ça, c'est des choses que, voilà, justement, ça fait partie des petites améliorations on s'en rend compte au fur et à mesure. Et donc, on corrige à chaque fois et on améliore le dispositif. Juste pour information, des maraîchers la formée, vous en avez eu combien Une douzaine. sur cet été, Mhm. sachant qu'il y en a d'autres en attente? Et là, j'ai une J'imagine. prochaine session le 11 mars. Je crois qu'ils sont 8. Je sais plus. Mhm. Enfin, j'ai eu encore une inscription ce matin. Donc, le 11 mars, on a une autre session de formation. Mais je sais qu'il y a encore des personnes qui sont intéressées, mais qui n'étaient pas disponibles à cette date-là. Donc, il y aura certainement d'autres sessions. Et du coup, si je reprends un peu l'historique, tu es arrivé à ces formations, mais tu as quand même pendant une saison, toi, mis en place et testé avec Simon pour monter en compétences. Voilà, c'est ça. En fait, depuis août 2023 jusqu'à mars, on va dire, hein, de août à mars, ça a été vraiment, j'ai fabriqué la sonde, j'ai appris ce que c'était qu'un réseau LoRaWAN, voilà, j'ai testé, on s'est rendu compte qu'il y avait un composant qui était pas bon, donc on l'a changé. Voilà, j'ai appris à comprendre les bugs qu'il pouvait y avoir et comment les résoudre. J'ai suivi la formation à Supagro Montpellier, débutée avec l'IoT, donc Internet of Things, donc les objets connectés. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'auto-formation et la première formation pour les agriculteurs que j'ai mise en place,
Simon était là avec moi et on l'a faite à deux voix et heureusement parce il y avait quand même 9 ou 10 personnes, donc pour pouvoir accompagner tout le monde, il fallait bien être deux et voilà, je me suis appuyée sur les compétences de Simon. La deuxième formation, Simon n'était pas là et là c'est Grégory Jonard du lycée d'Oseville qui est intervenu sur la première demi-journée, voilà pour donner un coup de main. Mais voilà, maintenant je sais suffisamment résoudre les problèmes et voilà, je suis suffisamment formée pour assurer toute seule les prochaines sessions de formation. Est-ce que sur cette première partie, il y avait d'autres réactions, questions? Eh bien, écoute, Anne, je te laisse Je continuer. continue. Alors, je vais revenir. Hop, hop, hop. Je reviens vite à la fin. Alors là, donc j'avais prévu juste deux slides en fait pour revenir un peu sur les freins, les difficultés que j'ai pu rencontrer ou que je rencontre encore d'ailleurs, et puis quels leviers on a, quels points sont positifs. Donc au niveau des freins déjà. J'ai eu pas mal d'objections par rapport au fait voilà, je me suis entendue dire, mais vraiment, est-ce que ça marche ton truc? Est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que c'est utile? Ben, c'est justement tout l'objet d'Occitanum, c'est de le tester, c'est de le confronter à la réalité. Et moi, je suis convaincue que ça fonctionne maintenant. Voilà, il faut le faire fonctionner en conditions réelles et il faut vraiment que les maraîchers, eux, ils trouvent un intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Et après, donc au niveau des freins, ils sont on va dire de deux ordres. Il y a des freins individuels et collectifs. Donc individuels, ben, à la fois interne à moi en tant qu'animatrice de l'OL et puis interne aux agriculteurs avec qui on travaille. Donc en ce qui me concerne, ben, on l'a dit, au départ, j'y connaissais rien. Quand je suis arrivée à la chambre, je ne savais pas ce qu'était un objet connecté. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas la pilothèque ni les réseaux LoRaWAN. Et de la même façon, les agriculteurs ne sont pas tous formés et à l'aise avec les outils numériques. Parfois, ils ont leurs habitudes de fonctionnement aussi, ils n'ont pas forcément envie de changer. Euh, Ils peuvent percevoir ça aussi comme une contrainte. J'ai eu une personne qui est venue en formation et qui m'a dit clairement qu'il était là parce qu'il était obligé de suivre une formation gestion de l'eau. Donc après, à nous de l'intéresser, voilà, de l'embarquer avec nous dans le projet. Il y a des personnes aussi qui se sentaient pas forcément capables, alors qu'en fait, en suivant pas à pas les tutoriels et en discutant, on se rend compte que tout le monde peut y arriver, même si on n'a pas de compétences à la base. Tout le monde peut arriver à se servir de cet outil. Il y a vraiment des tutoriels qui sont très détaillés. Et puis nous, enfin nous, moi, disons, à la chambre, je vais les voir chacun. Je leur installe le dispositif sur l'exploitation si jamais ils n'ont pas pu le faire. Voilà, donc c'est vraiment, il faut passer au-delà de ces difficultés-là. Et il y a une dernière chose, alors ça peut être variable selon les régions, les départements, mais il y a peut-être une tendance chez certains à pas vouloir partager, à pas vouloir ouvrir les portes de chez soi, à pas montrer comment on travaille. Voilà, chacun, enfin, à voir les autres plutôt comme des concurrents. Donc, il faut aussi arriver à dépasser ça pour que tout le monde arrive à travailler ensemble. Voilà, mais ça, enfin, j'avais une discussion hier encore avec des conseillers d'autres chambres. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même attitude partout. Donc, là, faut s'adapter et voir qui est prêt à partager, qui a un peu plus de difficultés. Et puis, on adapte le suivi à chacun finalement. Autre difficulté, donc au niveau du collectif, nous on n'a pas de collectif de maraîchers, on a une association, mais bon, c'est pas du tout sur ces thèmes-là. Et puis c'est des personnes qui vont pas forcément être intéressées par cet outil-là, donc on n'a pas de collectif. D'où l'idée d'en créer un à partir des personnes qui sont venues se former,
qui se sont donc rencontrés une fois, et puis essayer d'arriver à les fédérer, les faire travailler ensemble. Le problème, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure sur la carte, hein, il y en a qui sont vraiment très éloignés, donc pour les rassembler physiquement, c'est compliqué. Ils peuvent avoir aussi des points de vue différents sur la façon de mener son exploitation. Ça, c'est une difficulté. Un point à la fois, finalement, c'est compliqué et c'est positif, c'est l'isolement. L'isolement, mais on s'est aperçu justement en formation, il y avait 2 agriculteurs qui sont venus à une formation, ils se sont rendus compte qu'ils étaient voisins. Ils s'étaient jamais parlé dans la vraie vie chez eux sur leur parcelle, alors qu'ils sont voisins. Et parce qu'ils sont venus à cette formation-là, ils ont pu échanger. Et finalement, c'était très positif. Et dernier aspect, dernier frein, c'est vraiment le temps et l'argent parce que les personnes qui viennent se former, qui rentrent dans Occitanum et qui viennent utiliser cet outil, ça leur demande quand même un investissement en temps, puisqu'il faut qu'ils expérimentent l'outil. Investissement en temps, en matériel, ils n'ont pas de garantie de résultat. On ne leur offre pas une solution clé en main, mais on leur demande de la construire avec nous. Euh, voilà, donc là, l'exemple 2, c'est ce dont je vous parlais, hein. Il y en a qui ils étaient très, très intéressés lors de la formation, ils étaient contents, ils sont repartis avec quelque chose qui fonctionne. Et puis, en fait, c'est resté dans un tiroir depuis parce qu'ils ont été pris par le travail, par la saison, par toutes les autres contraintes. Et la pilothèque, c'était pas la priorité. C'est pour ça que là, je fais le tour cet hiver parce que voilà, c'est un outil intéressant. Donc, c'est dommage que par manque de temps, ils s'en servent pas. Et autre chose, voilà, dans Occitanum, on a un partenaire qui est sorti d'Occitanum par manque de moyens financiers. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, hein. Tous ces projets qu'on mène là, ça nécessite tout ça, du temps et de l'argent. Donc, ça, je pense qu'on a fait le tour des freins. Peut-être que vous en verrez d'autres. Mais déjà, c'est pas mal. Au niveau des aspects positifs ou des leviers de réussite du projet, donc je vais partir d'ici. Déjà, la base, il faut accepter l'idée qu'on est dans de l'expérimentation, qu'on va tâtonner, qu'on va essayer, que ça va pas marcher, qu'il va falloir résoudre des problèmes et qu'on va, avec tout ça, améliorer le fonctionnement du dispositif. Donc, c'est vraiment où là, moi, en tant qu'animatrice d'Open Lab, voilà, je suis très claire. Au départ, je leur ai dit vraiment qu'on est dans l'expérimentation et que c'est pas clé en main. Donc, une fois cet aspect accepté, il faut avoir des outils, des méthodes, il faut avoir une base solide. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette formation et, et vraiment qu'il y ait un atelier d'autoconstruction où on va pouvoir leur donner toutes les clés, toutes les informations nécessaires pour pas qu'ils se retrouvent voilà, isolés sans savoir comment faire. C'est pour ça qu'on a voulu le faire sous forme de formation. Euh, voilà. Ensuite, la nécessité pour que ça fonctionne, c'est l'engagement, l'implication, la motivation, hein. J'ai certains maraîchers que j'ai identifiés déjà qui sont très motivés par l'outil. Il y en a qui en ont qu'un et il y en a d'autres qui m'en demandent, qui me demandent du matériel supplémentaire pour s'équiper de plus de sondes, hein. J'ai un maraîcher là qui va en avoir 6 pour pouvoir suivre 6 cultures différentes. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et ça nous permettra justement plus on va avoir de personnes impliquées et motivées, plus on va pouvoir ensuite derrière partager, avoir des retours d'expérience variés et progresser. Parce que, alors, on n'a pas de parcelle d'expérimentation collective. Par contre, on a 2 sites, les sites qui avaient reçu le Mobilab au mois de mai. Donc, le site au nord toulousain qui est un espace test de maraîchage. Donc, eux, ils sont souvent impliqués dans les projets comme ça d'expérimentation. Ils sont souvent intéressés. Et au sud, donc mon fameux maraîcher qui est convaincu par l'outil et qui s'équipe de plus en plus et qui l'utilise déjà. Voilà, donc ça c'est très positif.
Autre aspect important pour ce projet-là, c'est la communication, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du projet. Donc à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur d'Occitanum, avec les autres animateurs d'Open Lab, avec les autres départements, avec les autres filières. Moi, ça m'a été très utile, notamment quand j'ai construit ma formation. Je me suis appuyée sur l'expérience de la Chambre d'agriculture de l'Hérault qui en avait fait une également. Et c'est pour ça que j'ai pu, moi, anticiper la soudure parce que ça avait été, par exemple, un point compliqué à faire en formation. Donc, voilà, pour gagner du temps le jour de la formation, j'ai décidé de faire les soudures à l'avance pour le pilotech. Voilà, donc c'est absolument indispensable d'échanger avec les collègues pour pouvoir progresser dans le projet. Et communication à l'extérieur, eh ben, justement, pour faire connaître le projet au-delà de l'Open Lab maraîchage, hein. J'ai déjà des céréaliers qui se sont montrés intéressés, ou voilà, au-delà du territoire, puisque on a l'espace test de Gaillac qui est équipé, et on a des personnes aussi dans l'Ariège. Et là, j'ai quelqu'un de l'Aveyron également qui m'a contacté et qui souhaite s'équiper, participer à la formation. Donc voilà, plus on va communiquer sur le projet, plus on va pouvoir l'enrichir. Et donc tout ça demande des compétences. Donc c'est pour ça que je me forme en parallèle, que je me suis formée à l'outil en tant que tel et que je me forme aussi à la démarche et à la méthode de travail en Open Lab avec notamment là notre accompagnant. Ça y est, j'ai un trou. L'ISOD qui va faire une formation au mois de février à l'intelligence collective. Voilà, et globalement, je dirais que ce projet nécessite ténacité, motivation, mobilisation, formation et accompagnement. Voilà, je dirais que c'est un peu tous les leviers qui sont utiles à faire avancer le projet. Et j'en ai terminé. Et je vous remercie pour votre attention. Et voilà, posez-moi vos questions si vous avez ou vous réagissez. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de réaction dans la conversation. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent prendre la parole. Alors, peut-être pour lancer la discussion, moi je vais. Tu parlais d'expérimentation. Il me semble qu'aujourd'hui, quand même, on a dépassé un peu cette expérimentation au travers. On est encore dans de la co-construction, mais on commence à avoir un réseau qui nous permet d'avoir des retours d'expérience assez concrets, enfin, entre tes retours à toi et tes retours de Christophe. Oui. Et le fait que la formation, c'est déjà un premier acte sur la démultiplication de ces solutions, me semble-t-il, et que ton expérience à toi et celle de Christophe aussi avec son groupe a quand même permis d'améliorer, Simon n'est pas là, mais je l'ai entendu le dire régulièrement, le tutoriel pour en faire un vrai tutoriel beaucoup plus prenable à main. Je me trompe ou... Non, non, mais on a déjà, oui, on a fait remonter pas mal de choses. Effectivement, oui, le tutoriel a été complété. Là, j'ai aussi, suite à des demandes d'agriculteurs, je leur ai fait des tutoriels d'utilisation de la console. Donc là, c'est pareil, je ferai le point avec Simon très prochainement. Oui, oui, on a déjà, voilà, il y a déjà de l'usage. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir un retour d'usage sur une saison de culture. C'est pour ça que voilà, j'en suis pas encore là, mais effectivement, on l'a déjà testé. Moi, je l'ai testé sur tomates. Bon, là, c'est dans une plante de bureau hein, pour l'instant, mais voilà, je peux vous montrer si ça intéresse des courbes qu'on a par rapport à l'usage sur tomates. Alors, hop, on a déjà des retours exacts. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce que je fais aussi, et qu'on n'a pas encore pu vraiment étudier, c'est qu'on installe cette sonde à proximité d'une sonde du commerce pour vraiment comparer les données. Donc là, justement, chez le maraîcher qui est au sud de Toulouse, il a installé la pilothèque sur
culture d'épinards cet hiver. Et juste à côté, il y a une sonde Agralis, donc validée, éprouvée. Et on va regarder ce que ça donne. On va comparer les deux signaux. Là, juste pour me montrer, je pense que tout le monde voit mon écran. Là, voilà, c'est le type de signal que a donné la Pilotech sur tomate. Alors, vous ne tenez pas compte du signal en marron, hein. C'est le signal en bleu. Donc là, on voit une irrigation. La nuit, pas de consommation. Le jour, consommation d'eau. La nuit, pas de consommation. Jour, consommation d'eau. Là, à nouveau, irrigation. Infiltration. Nuit, jour, consommation. Nuit. Et là, hop, petite pluie parce que c'était en extérieur. Donc, on voit que l'outil fonctionne. Il donne des très bons retours. Maintenant, je veux le comparer aux sondes du commerce pour pouvoir valider ça auprès des autres conseillers maraîchage, par exemple. Excusez-moi. Donc voilà, c'est en ça que je dis qu'il faut encore l'expérimenter. Ouais. Aujourd'hui, comment l'agriculteur il sait qu'il va déclencher son irrigation? C'est il Alors, justement, c'est en regardant ces courbes-là. Et en fait, il faut qu'on arrive à déterminer quels sont les seuils. Donc ça, il y a des seuils selon chaque culture. Donc en fait, en observant ces courbes-là, on voit qu'à un moment donné, la plante ne consomme plus l'eau, elle n'arrive plus à consommer l'eau du sol. Ça veut dire que c'est de l'eau liée et qu'il faut déclencher une irrigation parce que l'eau n'est plus disponible pour la plante. D'accord. Oui, si je peux réagir, on n'est pas dans le cadre aujourd'hui où il y a un lien avec des données liées aux plantes d'état de stress hydrique ou d'état de confort, quoi. Non, justement, je voudrais aussi paramétrer ça, avoir des alertes, paramétrer des alertes sur le site. De la même façon qu'on va paramétrer une alerte sur la batterie, on voudrait paramétrer des alertes pour voir ben, si on descend en dessous d'un certain seuil, se dire attention, là, on est au bas de la réserve utile, donc il faut déclencher une irrigation. Mais tout ça, il faut qu'on le fasse. C'est pas encore fait. Pour l'instant, on a un outil qui donne de l'information, c'est un outil d'aide à la décision. Mais il n'y a pas encore les alertes et ça pilote pas non plus le déclenchement de l'irrigation. C'est vraiment une information. Il y a Gaël qui pose la question Après, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, normalement, les micros maintenant fonctionnent. Donc, tu as parlé un peu du coup à travers, il y a l'antenne, mais après, il y a toute la sonde. Alors oui, le coût, donc l'antenne, bon, celle qu'on a choisie, hein, il y en a plusieurs qui existent, il y en a d'autres, hein. Celle qu'on a choisie, elle fait 130 € si je me souviens bien, et elle a une portée théorique de 10 km, tout dépend comment elle est installée. Et une fois qu'on a une antenne, ou alors qu'on est couvert par l'antenne du voisin, puisque on peut se connecter finalement avec un objet connecté, on peut se connecter à n'importe quelle antenne du voisinage, c'est ouvert, c'est libre. Donc à partir du moment où un agriculteur a une antenne, ben, tous ses voisins peuvent en bénéficier. Donc il faut une antenne relais. Et après, on peut connecter autant de capteurs qu'on veut, que ce soit pluviomètre, capteur température, humidité de l'air ou humidité du sol ou autre. Là, on n'est pas très limité. Donc là, la Pilotech, elle fait à peu près 120 € tout compris, hein, avec le boîtier, le bout de tube PVC pour la mettre dans le sol. Mais voilà, après, il y a alors justement, Occitanium, l'intérêt d'Occitanium, c'est qu'on a du matériel qui est financé à 50%. Donc là, les Pilotech qu'on installe dans le cadre d'Occitanium, ça revient encore moins cher aux agriculteurs qui s'impliquent dans le projet, puisque leur matériel est financé à 50% grâce à Occitanium. Et du coup, aujourd'hui, dans Occitanum, la Pilotech, vous l'avez fait fonctionner. Donc, toi, en maraîchage, Christophe en vigne. Je sais qu'autour de la table, là, il y a des gens qui sont de la filière Arbo. Est-ce que tu sais s'il y a eu des expérimentations sur ces filières-là? Tu parlais grande culture, toi, que tu avais des demandes.
Alors, après, je sais pas plus, là, Ouais. honnêtement. Non, Grande culture, c'est parce que j'ai eu voilà, des céréaliers qui sont venus en formation. Mais là, je sais pas dire. Marie-Agnès, peut-être tu as une idée, une réponse? Non, non, non. Parce que en Arbo, ils travaillent plus sur le projet Iritrace pour suivre Mm. les irrigations. Après, je pense que l'intérêt, il est partout, hein. Mm. Avoir la mesure de l'humidité du sol, et qu'on soit en arbre ou en grande culture ou en vigne ou en maraîchage, il est partout. Oui, Après, ça peut peut-être que, intéresser ouais, au-delà de la filière, hein. fais moi, sur les arbres que j'ai sur le département, je sais pas si c'est partout pareil, mais ils ont peut-être un tout petit peu plus de moyens que les viticulteurs chez nous. Donc, ils sont peut-être un peu plus équipés en sonde du commerce qui valent assez cher. D'accord. J'ai vu qu'il y avait Eric, peut-être qu'il a une idée là-dessus. Ouais, j'ai des problèmes de micro. Oui, effectivement, la problématique en arabo, c'est la même. Après, on se heurte au problème du coût. S'il faut équiper beaucoup de parcelles, il y a pas mal de parcelles, de variétés, etc. Donc, l'intérêt d'avoir une solution low cost, on va dire, à condition qu'elle soit gérable par les agriculteurs. Moi, j'avais de la question, alors j'ai compris que c'est un travail qui a été fait cet hiver. À l'arrivée, aujourd'hui, il y a du déchet par rapport aux producteurs qui avaient suivi les formations. Certains, a priori, attendent que tu passes pour installer. Oui, Est-ce qu'il y en a qui sont autonomes? Est-ce qu'il y en a qui s'en servent au quotidien? oui. Alors, il y en a 3 qui sont autonomes et qui s'en servent au quotidien, et les autres, il faut que je passe chez eux pour les accompagner dans l'installation. Et pour compléter la question qu'a posée Gaël concernant le coût, tu as parlé du coût de l'antenne. Et si on dit, par exemple, on installe une sonde ou 3-4 sondes, combien ça représente en termes de coût, une fourchette de prix, en fait? Ben, là, par exemple, hop, je reprends juste. Ça Alors, va venir, Eric, ça va juste venir dans 2 le, secondes. le Voilà. temps, juste Eric, ce qu'il faut bien comprendre, tu as le coût de l'antenne, mais qui peut être mutualisé sur ta forêt de sonde, si tu veux faire une Ouais. forêt de sonde. Et après, Ouais. c'est le coût de la sonde Donc, elle-même. là, par exemple, une sonde capacitive, j'ai un agriculteur qui est venu me prendre 3 kits. Donc, après, charge à lui de la fabriquer. Mais voilà, les 3 kits, grâce à la prise en charge 50% Occitanum, eh ben, ça lui coûte 140 euros à peu près, 140 euros TTC pour 3 sondes supplémentaires. Alors, 140 euros avec la prise en charge Occitanum, donc on va dire Voilà. 280 si on est Ouais, hors du 280. projet. Ouais, ouais. Ouais, t'as 90 euros la sonde, donc à peu près, c'est pas cher, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et après, tout dépend. Voilà, après, il faut compter le boîtier électrique étanche, le tube PVC, la colle, voilà, le raccord si on veut en mettre une en profondeur, parce que c'est quand même intéressant d'avoir 2 profondeurs de mesure. Alors attends, où est-ce que c'est? Voilà, hop là, vous me voyez, je pense, j'ai arrêté le partage. Mm. Hop, ça, voilà, ça Ouais. c'est cette chose-là, on peut en brancher 2 par, par pilothèque, donc 2 profondeurs. Ça, c'est celui qui va dans le sol. Je l'ai coupé parce que je rajoute du silicone parce qu'il y a problème d'étanchéité. Et voilà. Et cette chose-là coûte 20 euros l'une. Donc en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est donc ça, 20 euros, la pile et la carte CubeCell, donc le petit microprocesseur. C'est ça en fait, c'est les pièces à 20 euros. Après tout le reste, c'est des petits ports de connexion. Voilà, c'est de la petite électronique qui coûte pas grand-chose. Juste pour bien comprendre un thème de coût, quand tu parles d'un kit, tu as un seul capteur, comme tu viens de nous montrer. Alors, Tes je kits vais à vous... 90 euros. Et du coup, si jamais il voulait en mettre 2, ça fait 110 euros avec 2 profondeurs. Enfin, Non, moi, mon kit, je mets déjà les 2 profondeurs dedans. d'accord, ok. Donc Le kit que je 90 fournis, euros, c'est... c'est Ouais, 2 profondeurs. parce que je pars du principe que l'intéressant, c'est d'avoir 2 profondeurs pour Mm. pouvoir suivre le comportement de l'eau dans le sol. Là, je vous montre le tutoriel qu'a fait Simon, justement. J'ai dit quoi? J'ai dit écran, celui-là.
Donc là, dans le tutoriel de Simon, hein, donc sur le site du Mobilab, je vous ai mis le lien dans la présentation, il y a une partie, la première partie, achat des composants. Donc là, ça vous détaille tout ce qui est nécessaire pour fabriquer une sonde. Vous avez à chaque fois le coût et le lien direct vers le site où vous pouvez commander. Donc vous voyez, je vous dis la pile. Moi, j'ai choisi des piles à une vingtaine d'euros parce que je pense qu'elles sont de meilleure qualité. Mais après, vous pouvez en prendre sur AliExpress à 2 euros, hein. Voilà. Donc ce qui coûte le plus cher, c'est Je ne le ça. C'est conseille pas. voilà. La carte Cubecell, donc là j'ai pris celle-là, par contre là il n'y a pas de souci, 20 euros. La pile et les deux sondes capacitives donc à 18 euros. Voilà, tout le reste c'est des petits centimes par-ci par-là. Ouais, toujours pareil, je conseille pas aussi. Il y a toujours la sonde AliExpress, mais ça, il faudrait que Simon il l'enlève parce que Ouais, celle-là, là, nous, ouais. on s'est cassé les dents avec ça. Ouais. Et Celle que vous franchement, voyez ici, c'est la AliExpress. Et moi, la mienne, hop, j'arrête le partage. Je la sors de mon ficus. Bon, il y a un peu de terre dessus, hein, mais voilà, nous, celle qu'on prend, c'est celle-là qu'on achète sur Gotronic. Et là, la partie avec toute la partie électronique, elle est protégée ici. Bon, il faut quand même, on rajoute quand même une étanchéité autour, mais de base, c'est quand même protégé. Et enfin, franchement, moi, ma sonde depuis août, c'est toujours la même, hein, je la trimballe partout, je lui fais subir des choses épouvantables et elle marche encore très bien. Donc, je pense que c'est voilà, c'est valable. et après, il y a, juste pour continuer, il y a l'avantage de travailler en open source et en groupe et tout ça. Là, j'ai pas encore communiqué, mais je vais te communiquer sur le Discord. Là, c'est un espace d'échange qui a sur tous ces outils qui sont développés par le masse numérique. Mais là, j'ai démodélisé des pièces en impression 3D qui permettent avec de la colle chaude, on met ça autour de la sonde et on le rentre dans un tube en force et c'est fini, c'est étanche, voilà. J'en ai fabriqué plusieurs là et ça marche très bien. Oui, alors je vais demander une imprimante 3D à la chambre alors. Ouais. Ou à Juste, Occitanum, qui sait? juste pour comprendre, là, tu parlais de Discord, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, aujourd'hui, dans le cadre d'Occitanum, tu peux amener, avoir un suivi un peu privilégié des maraîchers que tu suis. Mais il y a quand même ce projet de créer une communauté derrière pour qu'il y ait au travers de Discord, comme disait Christophe. Peut-être Oui, tu en peux un fait, peu toucher deux mots. ouais, Discord, donc c'est une messagerie instantanée. Alors, Christophe, tu me corriges hein, si je me trompe, mais c'est un peu comme un WhatsApp privilégié entre nous. Et moi, je m'en suis beaucoup servi au départ. C'est vrai que là, j'ai désactivé. En plus, on a une cyberattaque à la chambre, enfin à toutes les chambres. Donc, je l'ouvre plus trop parce que j'ai désactivé plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un groupe de discussion dédié où vraiment on va échanger techniquement sur les problèmes qu'on va rencontrer, ou voilà comment on a fait, ce qui marche pas. C'est vraiment un groupe de discussion privilégié pour les personnes qui sont équipées en Pilotech. Mais c'est vrai que moi je voulais pas forcément rester, enfin je sais pas. J'avais l'idée de créer un collectif avec juste les personnes qui se sont formées ici, qui se connaissent, parce que dès qu'on est trop nombreux, en fait, je pense que ça fonctionne moins bien. Déjà là, ça va être, enfin, on va voir. C'est pas encore fait, tout est en réflexion, donc Il peut y avoir du mal pour certains agriculteurs à rentrer dans une communauté où ils ne sont pas oui, connus, en fait. C'est ça que voilà, tu c'est veux ça. dire Donc derrière. Il y a un voilà. frein à... Ouais. Merci pour ta reformulation. C'est un peu ça, voilà. Plutôt rester, déjà commencer à regrouper ceux qui se connaissent déjà, qui ont travaillé ensemble. Et voilà. Après, je suis pas sûr que le Discord qu'a créé Simon, il ait vocation à aller jusqu'à l'agriculteur. C'est plus entre nous, les Ouais. animateurs, Mm. pour avoir des échanges. Et voilà, l'avantage du Discord, c'est qu'il a créé plein de canaux. Vous verrez sur le site
du Mobile Lab qui a Non, plein de tutos de différentes sortes. Et donc, il y a un canal par tutoriel, un canal par tutoriel et on échange là-dessus. Et l'avantage, c'est que les nouveaux arrivants, c'est pas comme un WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les conversations passées et ça permet de trouver des informations, même qui ont été dites il y a 6 mois. Voilà. Ah bah voilà. J'ai essayé de lancer Discord pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais ah si, ça a l'air de vouloir marcher. Je vais vous montrer. On va voir si ça s'ouvre. Il est en train de... Bah, il télécharge les mises à jour. Ça va venir, patience. Donc là, automatiquement, effectivement, quand on a travaillé sur la pilothèque, moi, Simon m'avait invité dans le groupe et comme ça, on a pu échanger Mm. sur nos avancées respectives. Bon, ben, c'est un peu long. Bon, en attendant, je sais pas s'il y a d'autres... Oui, s'il y a d'autres réactions, questionnements. On va laisser Discord s'ouvrir. Il n'a jamais été aussi proche de la fin. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que depuis la cyberattaque, il y a eu beaucoup de choses qui ont été Après, c'est vrai, juste j'en profite enlevées. pour dire que Simon Moinard, donc on a beaucoup parlé de Simon, mais donc Simon Moinard qui s'occupe du Mobilab est quand même une ressource importante dans le lancement de ce projet, mais qu'il n'a pas pu être avec nous ce matin. Donc je l'excuse. En fait, nous l'excusons et voilà, mais ça reste une ressource Ah bah oui. et avec les élèves d'Agrotique aussi qui participent à la mise en place de tous ces tutoriels. C'est vrai qu'au départ, moi, je le sollicitais énormément, maintenant moins. Mais l'idée aussi, là, à nous, de créer un collectif avec, en identifiant un ou deux maraîchers qui vont être moteurs et qui vont savoir bien se servir de l'outil, c'est qu'ensuite, on ne soit pas tous à solliciter le Mobilab et Simon et Mm. qu'on puisse, voilà, si les personnes ont des questions, qu'on puisse répondre entre nous, voilà, et qu'un maraîcher puisse aider un autre maraîcher. C'est ça aussi l'idée du collectif, et que aussi l'outil et le projet puissent continuer au-delà d'Occitanum. Voilà, les années à venir, quand Occitanum sera terminé, que ce collectif-là continue, perpétue cet outil, si c'est un outil qui leur convient, qu'ils puissent continuer à s'en servir. Et juste peut-être pour compléter, euh, on parle de systèmes d'IoT, de systèmes connectés et tout ça. En fait, il faut pas trop avoir peur de tout ça parce que toute la partie branchement électronique, programmation et tout ça, en suivant le tuto, ça se passe plutôt bien. Nous, les plus gros problèmes, c'est des problèmes basiques. Avoir le droit de monter sur une échelle pour aller installer une antenne en hauteur. Voilà, amener de l'électricité, Mm. c'est Je c'est presque confirme. ça les plus gros problèmes que j'ai rencontrés, plus que des problèmes d'électronique. Ah bon, après, il y a des batteries qui fonctionnent pas, enfin, voilà. Mais l'électronique ne nous a jamais trop posé de problème, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est ce qui on s'attend, qui est le truc qui nous paraît complexe, qui nous paraît ben ça fonctionne. Et c'est tous les trucs là, qu'on n'attend pas du tout qui sont, voilà, prennent du temps ouais. Oui, je voulais confirmer, effectivement, il n'y a pas besoin de savoir coder ni quoi que ce soit. Simon a déjà rédigé tous les codes. En fait, il suffit de faire copier-coller. euh, Au moment où c'est écrit dans le tutoriel, on clique sur un lien, le code est déjà tout écrit. On le copie, on le colle là où on nous dit de coller. Et voilà, il n'y a pas besoin de savoir, ni même de comprendre comment fonctionne le codage. On copie-colle et puis après, on étalonne, on note ce qu'il y a à noter. Et voilà, c'est vraiment très détaillé dans le tutoriel.
Je pense qu'on arrive au bout. Je ne sais pas si Discord veut Il s'ouvrir ou pas. tourne. Il tourne toujours. Je vais faire ma petite conclusion, si vous voulez, s'il n'y a plus de réactions, pour voir si on arrivera à vous montrer Discord. Mais juste remercier Anne et Marie-Agnès pour leur participation à ce webinaire. Bon, on a le projet Occitanum, on le savait déjà, sur les projets innovants et structurants, apporte quand même des solutions et un cadre qui permet de tester ce type de solution low-tech. Dans le projet Archipel, il y a une action justement dans le cadre de la démultiplication sur toute la mise en place d'un réseau entre pairs de formateurs et autour du low-tech qui sera animé par l'Institut Agro, qui est un de nos partenaires au sein du réseau Archipel. Donc, c'était important pour nous de commencer aussi en parlant de ça, notre premier webinaire Archipel, pour faire le lien avec donc ce projet Occitanum avec qui nous sommes en lien très proche et commencer un peu à comprendre ce que c'est que ce low-tech et comment il peut être pris en main par les agriculteurs, parce que c'est vrai que tu as un peu parlé rapidement de toi, mais c'est vrai que toi, il peut y avoir du frein chez les conseillers, chez les agriculteurs, parce que ça fait peur, mais c'est vrai que l'outil produit par le Mobilab permet quand même d'avoir une vraie prise en main facile, me semble-t-il, des expériences que j'ai vues, et puis qui s'enrichit des expériences de chacun, puisqu'on est quand même sur une expérience collaborative, ce qui est toujours très intéressant. Voilà, je ne sais pas, Anne et Marie-Agnès, si vous voulez apporter un mot de la fin. Vas-y, Marie-Agnès. Je voulais juste te remercier, Cécile, de nous avoir conviés à ce premier webinaire et donner cette belle visibilité au projet Occitanum et au projet Pilotech de Anne. Et on lui souhaite beaucoup de petits Pilotech en Haute-Garonne et en Occitanie. Oui, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, voilà, il peut y avoir des questions ou des réflexions ou autres qui viennent après cette journée. Donc voilà, vous nous contactez ou par l'intermédiaire de Cécile. Et puis voilà, ça sera avec plaisir. Et donc, on mettra à votre disposition les supports par envoi mail suite à cette visio. Voilà. Et ainsi que les liens du replay dès qu'il sera disponible. On abandonne Discord, Anne? Bah écoute, il y a écrit starting, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Bah écoute, tu pourras nous rajouter une copie écran dans ton diaporama. Et du coup, ben, je vous souhaite à tous une belle journée et on vous tiendra au courant des prochains webinaires du projet Archipel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.